Vous écoutez le supplément de Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en novembre 2024 et c'est l'épisode qui complète le numéro 387, sorti le 12 novembre 2024. Microsoft et plein d'autres continuent à mettre de l'IA un peu partout, dans Windows notamment, jusque dans les moindres petits recoins. Claude arrive pour venir en renfort des activités de la défense américaine et de la surveillance, et puis on vous donne aussi les incontournables du suivi de l'actualité de l'IA. On va aussi parler de processeurs, et tenez-vous bien, il faut arrêter désormais les langages qui amènent à des failles mémoire, à des erreurs à mort, le C et le C++. Vous comprendrez tout dans cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, il n'y a pas trop de sujets politiques, c'est bon, on va peut-être regagner les auditeurs, on va savoir. On a pris la mouche, hein. Écoutez l'épisode hebdomadaire. Non, en fait, en vrai, on n'a pas pris du tout la mouche. En plus, c'est plus un running gag de cette semaine. Parce que ça ne remet pas vraiment en question. Semaine d'élection, non. Semaine de PTSD après l'élection, ça oui. Oui, effectivement, t'as raison, prenons-le comme ça. On va accueillir évidemment avec le tapis rouge Alex, Thomas Daubigny, Nerda, Lynx Galactique, Yves0673 et Talk Tonight que j'ai déjà cité dans l'épisode hebdomadaire parce que oui, chères auditrices et chers auditeurs de Tech Café, que vous soyez fidèles depuis des années, peut-être une décennie, ou si vous venez de nous découvrir, si le podcast vous plaît et que vous souhaitez participer à sa pérennité tout en accédant à des petits privilèges qui vous sont réservés, c'est le moment de vous abonner à notre page Patreon à partir d'1,50€ par semaine. Lancez votre navigateur pendant l'écoute de cet épisode et rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et en vous abonnant, vous pourrez écouter Tech Café sans aucune pub directement dans votre app de podcast habituelle. Et puis, que vous écoutiez en voiture, tout simplement, en courant, en organisant votre journée, en faisant du bricolage. Peut-être je peux vous inciter à imaginer un instant que Tech Café ne soit plus là pour vous informer sur l'actu technologique. En vous abonnant sur patreon.com/techcafé, vous participez activement à faire vivre ce qu'on espère être une source d'infos un peu fiable, un peu qualitative dans un monde, je pense que tout le monde s'en sera rendu compte, de plus en plus complexe. N'attendez plus, rejoignez Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé. Et puis, on a couvert les interactions avec les auditeurs dans l'épisode hebdomadaire. Donc, si jamais vous avez envie de savoir un petit peu quelles sont nos interactions avec la communauté, soit vous allez sur Discord, techcafé.fr/Discord, soit vous écoutez, et c'est peut-être le mieux, l'épisode hebdomadaire qui abordait les news incontournables de cette semaine. Mais on est là sur une thématique complémentaire avec des infos qui vont un petit peu plus loin, et ce qui va un petit peu plus loin, Guillaume, sans autre forme de procès, c'est l'intelligence artificielle qui va se nicher dans les moindres petits recoins oubliés de Windows. Oui, on commence cette rubrique où il y a de l'IA un petit peu partout, avec Microsoft qui met de l'IA n'importe où, même dans Notepad, le pauvre. Notepad existe depuis 1983 et on l'avait laissé à peu près tranquille depuis 40 ans. Il devait s'être habitué à cette paix, cette sérénité, tu sais, c'est ce qui est le luxe de ceux qui ont trouvé leur voie. 40 ans qui aurait pu devenir une éternité, tellement la niche écologique de Notepad est parfaitement bien délimitée, être un éditeur de texte minimaliste, loin de toutes les distractions modernes. Avant, il avait quand même subi quelques petits refreshs au fil des années, en particulier il avait des onglets. Par contre, de l'IA générative, ça il n'avait pas prévu. Comme Paint, les applications tellement élémentaires qu'elles en étaient proverbiales de Microsoft, ont vu débouler des fonctions modernes, très modernes, peut-être trop modernes. Vous pouvez avoir la fonction de reformulation, de résumé dans Notepad, ça y est. Comme vous pouvez faire de l'in-painting et générer des images avec Paint, ces PC doivent être intelligents. Ils doivent générer des trucs, et d'ailleurs, pour cela, vous devez aussi vous connecter à un compte Microsoft, parce que tout ça se passe dans le cloud. Et ça donc justifie pleinement la connexion désormais obligatoire avec les PC Windows 11. Enfin, si vous avez un vrai AI PC avec un NPU, alors là, c'est peut-être pas totalement nécessaire, d'ailleurs, vous pouvez même faire pas mal de trucs en local. Et d'ailleurs, si vous avez un de ces magnifiques PC Qualcomm avec un copilote flambant neuf, tout rutilant de puissance de deep learning, sachez que vous allez peut-être un petit peu moins galérer avec les applications non ARM, celles qui sont prévues pour les processeurs Intel. Parce que Microsoft est en train de tester une grosse mise à jour de Prism, qui est donc sa couche d'émulation, intégrée à Windows, et qui pourrait devenir compatible prochainement avec les applications qui utilisent 64 bits et les instructions AVX, BMI, FMA et F16C. Bon, tous ces noms barbares, qui sont des instructions spécifiques pour accélérer les calculs qui sont employés dans les jeux ou dans des applications qui font donc des traitements assez lourds.
Alors, je vais résumer de manière assez claire. Helldivers 2 va enfin pouvoir être jouable sur Windows on ARM. Voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de Merci. savoir, je suppose. Et pour finir, on peut mentionner aussi que Google va lancer un générateur de vidéos chiantes, mais par IA. Donc, vous lui donnez un prompt, un tableau Excel des résultats de vente de votre commerce d'endives, voilà, le dernier trimestre, hein, et puis la comptabilité du dernier trimestre. Il va créer donc une vidéo captivante pour présenter voilà, votre commerce d'endives et les résultats du dernier trimestre. Et ça, à grand coup de clips vidéo stock et de texte en gros caractères jaunes. C'est une sorte de super présentation PowerPoint automatisée où on n'arrête pas le progrès. Ouais, je pense que pour pas mal de communicants, ça peut être assez cool. Concernant l'intégration de l'intelligence artificielle dans les apps qu'on avait l'habitude de voir parmi les plus communes de Windows, Guillaume, je m'interrogeais, c'est que finalement, est-ce que c'est pas un peu curieux dans l'approche de Microsoft vis-à-vis de l'intelligence artificielle d'intégrer aussi étroitement l'intelligence artificielle générative avec des applications, là où pour moi, c'est des fonctionnalités au niveau du système d'exploitation. Tu vois, partout où tu as un champ texte, tu devrais pouvoir invoquer de l'intelligence artificielle générative et ça ne devrait pas dépendre de l'application. C'est un peu bizarre ça, non, en termes d'implémentation. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça curieux que ce soit lié à l'application et pas à l'OS dans la surcouche de saisie du texte, en Après, il y a fait. des facilités qui sont intégrées à l'OS, là, ça y est, je pense. C'est-à-dire, ça ne doit Donc, pas être très difficile, tu vois. hmm, Maintenant, Windows 11 est plus ou moins, enfin, en tout cas, certaines versions de Windows 11 voilà, sont plus ou moins censées intégrer ce genre de fonction, et puis ça doit être facile à ouais, appeler, quoi, j'imagine. j'imagine. Mais c'est marrant hein, quand même parce que Notepad, c'est quand même l'archétype de l'application que tu lances sur Windows quand tu veux juste faire un copier-coller, parfois même pour supprimer la mise en forme qui est un peu particulière d'une application à une autre et que tu n'arrives pas forcément à virer. Tu la colles dans Notepad et tu la récupères pour la ressortir parce que c'est du texte brut. Donc on a un peu cette image d'application minimaliste s'il en est dans Windows. Et du coup, on voit que même ça n'échappe pas à la conquête fulgurante de l'intelligence artificielle. Alors Guillaume, cette conquête de l'intelligence artificielle, elle va jusqu'à aller marcher sur les plates-bandes du futur qui nous est promis par l'informatique quantique. Alors là, ça va loin quand même. Mais oui, la toute-puissance de l'IA va peut-être battre le quantique, je ne sais pas. On parle des ordinateurs quantiques depuis bien avant que ce podcast ne commence, hein, puisque finalement, c'est Feynman qui s'est amusé avec l'idée dans les années 80. Une idée, somme toute, assez naturelle, pourra-t-on dire a posteriori, avec une facilité confinant à la mauvaise foi. On utilise un truc quantique pour simuler un autre système quantique. Et ça devrait aller plus vite que de faire faire le même boulot à un Amstrad. Et c'est d'ailleurs comme ça que les machines quantiques d'aujourd'hui sont utilisées, comme celles de D-Wave, qui sont des systèmes quantiques paramétrables, customisables, qui permettent d'en modéliser d'autres et de trouver leurs caractéristiques à eux, souvent des minima d'énergie d'ailleurs. Donc, quant aux ordinateurs quantiques généralistes, c'est pas qu'on n'en a pas du tout, c'est qu'on n'en a pas d'utiles. Ceux qu'on a, ils n'ont pas énormément de qubits, des qubits qui sont souvent pas très stables, qui sont pas assez robustes par rapport aux erreurs, et donc finalement c'est plus des protos et des machines d'études qu'autre chose. Et puis, tous les algorithmes ne sont pas magiquement accélérés par un ordinateur quantique. En fait, aucun algorithme classique qu'on utilise sur un ordinateur comme celui qui enregistre ma douce voix en ce moment, n'est accéléré magiquement. Hein. Et vous passez d'un ordinateur quantique à un ordinateur classique, vous allez aller beaucoup moins vite parce que les ordinateurs quantiques vont très très lentement, en fait, pour l'instant. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut inventer d'autres algorithmes qui sont radicalement différents pour avoir un bénéfice. Et c'est un domaine de recherche en soi. Et il faut aussi bien se rendre compte que c'est pas facile de faire communiquer les parties classiques et quantiques d'une machine. Et donc, si vous avez des gros volumes de données, donc sur un ordinateur classique, hein, et que vous voulez les faire traiter par ordinateur quantique, il va falloir faire des transferts entre les deux systèmes. Et rien que ça peut devenir très limitant aussi. Pour autant, simuler des systèmes quantiques complexes avec des machines quantiques, c'est un domaine extrêmement important, parce qu'effectivement, la biologie, la chimie, la physique, c'est quantique, tout ça. Et en physique des matériaux aussi, c'est quantique, hein, et c'est la physique des matériaux qui nous a donné notre électronique chérie, nos semi-conducteurs adorés. On a besoin de modéliser des systèmes physiques complexes pour ça. Et en biochimie aussi, voilà, pour faire des médicaments, comprendre des trucs, voilà, tout ce que vous voulez. Et donc, il y a toujours beaucoup d'espoir et de budget pour les machines quantiques, les ordinateurs quantiques au sens large, sauf que désormais, on a un compétiteur qui est assez inattendu. En tout cas, disons, inattendu, c'est l'IA. Donc évidemment, c'est pas inattendu maintenant parce que c'est super à la mode, mais enfin, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était quand même pas du tout évident. Alors, quand on dit IA, attention, parce que IA, c'est un terme générique, hein, on l'a dit déjà plein de fois. On parle plutôt du deep learning en réalité, et le deep learning, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un ensemble de techniques pour approximer des fonctions ultra complexes. C'est ce que fait le deep learning, hein, par essence. Les probabilités du langage, les pixels d'une image, les harmoniques d'un spectre, de spectre sonore, voilà, tout ce que vous voulez. Ce sont des fonctions ultra complexes que, par l'exemple, petit à petit, les modèles finissent par imiter.
finissent par comprendre comment imiter, en quelque sorte. Et ça marche aussi pour la physique. On a parlé des progrès en météorologie, hein, la physique quantique en profite aussi. Il y a peu, on parlait de Meta qui avait créé un modèle pour la physique des matériaux, qui avait publié aussi le dataset associé, hein, qui était composé de millions de matériaux différents avec des propriétés qui avaient été calculées précisément. Un article de l'université de l'Institut de technologie suisse, de l'EPFL, a détaillé que le deep learning est en train de devenir la technique principale pour modéliser des systèmes quantiques de la, on va dire, vie courante. Pour résumer, pour simplifier. Hein. Parce que voilà, si on veut simplifier, les systèmes quantiques peuvent être soit très quantiques, soit juste un peu quantiques. C'est-à-dire que les particules peuvent interagir relativement peu entre elles, et donc on n'a pas énormément d'effets quantiques durs, et donc on peut simplifier le système comme un truc qui est globalement classique avec des corrections par-dessus, et puis ça marche pas trop mal. Et ça suffit pour énormément de situations en chimie. Et en vrai, avec nos ordinateurs classiques, ça va, on pourrait se débrouiller, rien qu'avec ça, mais c'est long. Et il se trouve que le deep learning fonctionne bien pour accélérer tout ça. En fait, c'est dans ce contexte que Meta a calculé ses données de calcul et son modèle de physique des matériaux, c'est dans ce contexte-là. Dans ce domaine, le deep learning pourrait devenir la technique numéro 1 pour accélérer les résultats et elle pourrait suffire. En fait, on pourrait se contenter de ça finalement. Les ordinateurs quantiques pourraient s'avérer, dans ce domaine-là en particulier, juste inutiles. Mais il y a aussi des cas où les particules interagissent beaucoup plus entre elles. Et là, les simplifications marchent mal. Dans ces cas-là, une machine quantique pour modéliser tout ça serait très utile. Les calculs croissent exponentiellement avec la taille du système sinon. Et là aussi, le deep learning peut aider quand même. Dès 2017, il y a des physiciens qui ont commencé à expérimenter avec. Alors, puisque les ordinateurs quantiques, on n'en a pas, il faut bien s'occuper, donc ils ont fait des expériences. Et puis, ils ont constaté qu'ils pouvaient avoir des bons résultats avec une approche différente de celle des cas faiblement couplés dont on vient de parler là. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les modèles de deep learning apprennent par l'exemple, et ces exemples, ce sont des résultats qui sont calculés par des gros ordinateurs normaux. Dans le cas de Meta, c'est exactement ça. Ouais. C'est cher, mais c'est gérable dans le cas des systèmes qui sont pas trop quantiques, comme on a dit. Dans le cas d'un système qui est très 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 quantique, on n'a pas de données, justement parce qu'on n'arrive pas à calculer le truc, parce que c'est trop vite, trop compliqué. Alors on passe à des approches qui sont non supervisées, où les réseaux apprennent tout seuls, un petit peu comme AlphaGo le faisait, à résoudre l'équation de Schrödinger, en gros. C'est comme si c'était un jeu. Ils jouent des parties, donc ils simulent des trucs, voilà, à des milliards de fois, avec évidemment les règles du jeu particulières à ce jeu-là qui est très compliqué, et puis ils finissent par capter peu à peu comment ça marche à peu près. Il y a des limites, Par exemple, si un modèle te dit que l'énergie minimale d'un système c'est tant, tu peux pas savoir si c'est vraiment le minimum ou si c'est juste une valeur pas trop loin, tu peux même pas vraiment savoir à quel point elle est loin, c'est difficile, mais c'est une approximation après tout, et si tu as une approximation qui est pas débile, si tu dois choisir entre une approximation comme ça et rien du tout, le choix il est vite fait. Et donc, il y a donc une tendance en physique à profiter aussi des immenses investissements faits sur l'IA pour essayer de trouver des solutions ou des solutions approchées, des problèmes qu'on pensait sinon ingérables. Et ça, sans attendre les ordinateurs quantiques. Lesquels pourraient s'avérer caduques quand ils arriveront. Alors oui et non. Disons que leur domaine d'application, là où ils pourraient compter, est en train de se réduire peu à peu. Après, les avis peuvent diverger aussi, ça dépend un petit peu à qui tu demandes. Il restera sans doute des domaines où ils seront utiles et irremplaçables, parce que c'est difficile, parce que les réseaux de neurones n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre, ou parce que c'est la recherche fondamentale aussi, et que ce qu'on cherche à savoir, c'est à comprendre comment fonctionne le truc, et pas juste avoir des résultats effectifs, si tu veux. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce sera toujours, pour la recherche fondamentale, de toute façon, ce sera toujours intéressant. Bon, c'est quand même remarquable de se dire que l'intelligence artificielle va jusqu'à titiller les calculs qui sont faits par des ordinateurs quantiques, et que quelque part une approximation est quand même vachement intéressante parce qu'elle est accessible. C'est ce que je retiens, Guillaume. On continue avec l'intelligence artificielle, avec du nouveau du côté d'Anthropic. Il y a Claude, le modèle de langage, en tout cas je devrais dire les modèles de langage d'Anthropic, qui ont été, on le rappelle, ça a été créé par d'anciens d'OpenAI qui voulaient un développement plus éthique et avec une image plus respectable, a signé un partenariat avec Palantir. Alors évidemment, ça met un peu à mal cette image, Guillaume, non ? Il faut peut-être rappeler un tout petit peu ce que c'est que Palantir et pourquoi ça peut questionner. Oui, effectivement, ils élargissent leurs horizons, puis ils viennent de signer un contrat avec Palantir et conjointement avec leur renseignement américain. Palantir, c'est une boîte qui fait des trucs pour la surveillance, pour l'armée. C'est une boîte qui a un agrément secret défense et qui va, du coup, là, utiliser des instances de cloud sur des serveurs privés. Des serveurs privés qui sont hébergés par Amazon, c'est toujours du AWS, mais c'est un cloud durci, sécurisé particulièrement pour qu'il soit utilisable par l'armée, par des agences gouvernementales, donc renseignement, armée, etc.
Donc, on n'a pas précisément d'ailleurs quelles sont exactement les agences, parfois on sait que c'est des agences gouvernementales, quoi. Et donc, ils vont utiliser ça pour, en gros, sur des documents divers, variés et sensibles, apparemment. Hein. Donc, il est vraisemblable que, je sais pas, la CIA ou le Pentagone, ou les deux, utilisent des instances, des instances sécurisées de cloud pour parcourir des dossiers par millions, par milliers au moins en tout cas, assister dans l'analyse de données ou produire du code. Alors, Meta lui-même est en mode VRP hein, avec ses lamas, dans un petit peu tous les bureaux de gouvernement pour proposer ces gros lamas dodus. Alors peut-être plus maintenant parce que Trump, qui déteste Facebook, est au pouvoir, mais enfin, il sera bientôt au pouvoir. Avec dans son dos Elon Musk qui possède aussi sa propre boîte d'IA et ses propres grocs, donc je ne sais pas si les lamas c'est vraiment trop, trop le truc. Alors je ne sais pas combien ça va leur coûter, mais ça pourrait leur coûter relativement cher parce qu'Anthropic ils ont des politiques tarifaires assez intéressantes, ils ont des idées originales. Ouais, Puisqu'alors que la totalité des autres acteurs du secteur de l'IA rivalisent des prix les plus attractifs possibles, et que voilà, chez tout le monde, la génération de tech, c'est 10 fois moins cher qu'il y a, je sais pas, un an ou deux, quoi. Anthropic, lui, se permet d'augmenter les prix de son Claude 3.5 Haiku. Enfin, c'est ce qui s'appellerait Claude 3.6 Haiku, hein, si les commerciaux de la boîte étaient des personnes saines d'esprit, puisqu'il s'agit bien de la mise à jour de 3.5 Haiku, comme il y a eu une mise à jour de 3.5 Sonnet, et c'est d'ailleurs leur argument. Haiku, pas 3.6, est tellement plus intelligent qu'Haiku 3.5 que ça vaut bien une augmentation de 300%. Parce qu'Haiku, il coûtait 25 cents par million de tokens en entrée Je crois et que c'était. 1,25 $ par million de tokens en sortie. Je crois que c'était une comparaison par rapport à Echo 3, mais non, c'est 3.5, Par rapport mais à qui donne pas son 3.5 nom. Sonnet, Ok. ouais. Très bien. Par rapport, ils disent que 3.5, le nouveau 3.5 Haiku, il serait aussi intelligent que l'ancien 3 Opus. Oui, voilà, ok, qui est l'ancien gros modèle du coup. Enfin, bon, bref, c'est pas compliqué. il nous aide pas à rendre ça éclairant. Non, mais disons que bon, voilà, en gros, avant c'était 25 cents et 1,25 cents, là ça passe à 1 $ et 5 $ quand même, hein, pour un million de tokens, c'est quand même 4 fois plus. Et quand tu regardes les prix de Gemini ou de GPT-4o, GPT-4o mini, c'est entre 15 et 60 cents. Voilà. Alors, Haiku, c'est, je sais pas, peut-être que peut-être que, je sais pas, la boîte a besoin de cash. Est-ce que c'est le début d'une tendance? Parce que bon, voilà, les GPU, ça coûte cher, à force, hein, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, voilà, maintenant, ils sont secret défense et tout. Bon, ça a fait pas mal parler hein, sur les réseaux sociaux qu'il y ait eu un truc entre Palantir et Anthropic, mais bon, l'IA fait son chemin dans l'armée, hein, c'est assez inévitable finalement. Il y a un autre exemple récent et spectaculaire, ce sont les canons Bullfrog. Alors, ça n'a rien à voir avec les modèles de langage, mais bon, c'est aussi un petit peu de l'IA. Hein. Ça a été présenté au Technology Readiness Experimentation Event, et ça fait T-Rex. Et j'invente rien, c'est le sobriquet officiel. Jean-Michel Acronyme a encore frappé. Ils adorent ça. Le Bullfrog ressemble à un autre canon de tourelle, c'est un M240 qui tire des patates de 7,62 mm pour les connaisseurs. Alors sa particularité, c'est que c'est un canon anti-drone, et un canon anti-drone de science-fiction, parce qu'il est autonome. Il voit les drones tout seul, il les vise lui-même et il les cartonne avec une précision surhumaine. Les drones sont les nouveaux fléaux, hein, ou alors le nouvel atout, hein, ça dépend du point de vue, sur le champ de bataille moderne. Et puis, c'est un des renseignements d'ailleurs, c'est un des enseignements de la guerre en Ukraine, ça. Et ils sont super chiants, parce qu'ils coûtent que dalle, on peut en envoyer des essaims, et ils peuvent faire de gros dégâts pour pas un rond, et ils sont difficiles à contrer. Ils sont très adaptables, ils sont assez durs à descendre en vol, hein, par un tireur moyen, parce qu'ils vont vite. Ils manœuvrent très brusquement, ils peuvent encaisser 5-6 G, ils s'en foutent, hein, évidemment. Donc les contre-mesures peuvent être assez chères et complexes. Parfois on peut faire des rideaux de balles, ou alors il y avait des projets avec des faisceaux ultra concentrés d'énergie, en gros les dégommes au laser, quoi, plus ou moins, c'était à peu près l'idée. Ou bien, le truc, c'est tu fais un robot qui vise et qui tire et qui fait mouche à tous les coups, quoi, ou presque. Et Bullfrog, c'est un petit peu une solution quasi idéale, hein, parce que c'est assez classique finalement, c'est une tourelle modifiée, quoi. C'est des munitions standards qui sont peu chères, et puis il a un taux de réussite excellent, puis il a une totale autonomie, c'est-à-dire qu'il peut cartonner des drones tout seul, sans l'aide d'aucun humain. Alors il le fait pas parce qu'on l'en empêche, parce que c'est interdit, plus ou moins pour le moment, les armes autonomes, voilà, ça fait peur tout ça. Il faut encore un humain pour valider le tir, mais ce n'est pas techniquement nécessaire. L'IA arrive sur le champ de bataille, elle va sans doute arriver très vite partout, parce que, en fait, il est possible que l'IA soit même un moyen d'avoir un avantage à peu de frais, comparé à des missiles nucléaires ou à des F-16, hein, pour les puissances moyennes ou émergentes. Et si ça arrive, les autres devront suivre, elles vont devoir s'adapter et même anticiper tout ça. Bon, évidemment. Des armes autonomes qui ne sont pas encore complètement homologuées, mais enfin bon, on voit l'avenir se dessiner en ce sens. Bon, peut-être que je suis un peu trop pessimiste, on verra. En attendant, on va passer à la section incontournable et à laquelle on a régulièrement droit et qui est si dynamique de
vidéo générative et qui chaque semaine bat des nouveaux records. Cette fois-ci, Guillaume, il est carrément question de rentrer dans la dimension X. Ouh. Ouais, les générateurs de vidéos sont là et d'une semaine à l'autre, finalement, ils offrent de nouveaux services, ils ouvrent de nouvelles possibilités. Donc il y a une petite revue cette semaine avec Recapture, qui est une recherche cofinancée par Google et qui permet de prendre une vidéo et de la voir selon un angle différent. Donc tu fais une vidéo de ton chat, C'est Pompon, beau. et il bouge, il est mignon, Pompon, hein, mais c'est un peu statique. Alors avec Recapture, il suffit de demander pour avoir la même vidéo qui tourne autour de Pompon. C'est incroyable. Et le modèle imagine bien sûr les détails de Pompon qui ne sont pas visibles sur le clip d'origine. Autre exemple, tu filmes ta femme en train de boire du jus d'orange en visant le plan sur sa bouche, parce que tu es comme ça, tu es un mec flippant. Et ben tu demandes à Recapture de faire un travelling vers le haut, puis il imaginera le visage de ta femme, qui lui ressemblera certainement pas, mais ça donnera une vidéo tout à fait naturelle. Le principe de Recapture, qui rejoint un petit peu celui d'autres projets comme Dimension X, effectivement, qui veut créer des scènes en 3D ou en 4D, on sait même plus, à partir d'une seule image. Donc ton copine m'envoie une photo de son costume d'Halloween, Dimension X va faire un travelling, une rotation ou un zoom dessus, tout ça en 3D. C'est-à-dire que si on fait un travelling, on aura bien un effet de parallaxe entre le fond et l'avant-plan. Si on fait un zoom arrière, l'algo va créer tout simplement des détails plausibles de toute pièce, hein, de ce qu'il y a autour. Évidemment, si tu fais un travelling, pareil. Hein, parce qu'en réalité, derrière, c'est un générateur vidéo. Et donc, c'est un truc qui est fait pour ça, qui est fait pour générer des vidéos et d'inventer et saisir aussi la profondeur d'une image, les relations d'un objet avec un autre, etc. Et finalement, une image, ça devient plus qu'une composante d'une vidéo, qui peut donc être effectivement une vidéo, donc un truc en 4D si on veut, ou au contraire être pris comme la représentation en 3D d'un objet. Et tu peux donc aussi réimaginer la vidéo sous un autre angle. Voilà, on va terminer cette petite revue de presse avec Gen XD, qui est cette fois cofinancé par Microsoft et qui fait lui aussi de la génération de 3D et 4D. Donc en considérant que les images sont juste un point de vue d'un truc plus large qui est en 3D, ou bien que c'est un point de vue sur une vidéo, donc quelque chose qui est en 4D. Donc un point de vue parmi une multitude d'autres points de vue. Donc tout ça pour dire que la génération d'images en 2D toute plate façon Stable Diffusion, c'est saut 2023. Alors, c'est tellement incroyable les résultats auxquels on arrive. Là encore, hein, c'est pas accessible au grand public de manière mainstream, mais bon, c'est pour le futur, c'est pour dans un mois ou deux. Hein, donc voilà, c'est très très impressionnant. On reparle un petit peu, Guillaume, de la dernière, avec des guillemets ou pas, chanson des Beatles. Oui, avant que les Beatles robots, que les Beatles robots n'arrivent, je sais pas. On avait parlé de Now and Then, hein, la chanson des Beatles qui était restée à l'état de projet pendant 50 ans. C'était une maquette, une démo enregistrée par Lennon. Et jusqu'à récemment, on n'avait pas la possibilité de séparer les pistes à partir de cette piste unique, hein, donc séparer la voix et les instruments pour remixer ça, évidemment améliorer la qualité, et puis refaire des pistes instrumentales, etc. Donc en gros, pour aller au-delà de la démo et faire une chanson finie, quoi. Mais en 2021, ça a changé, c'est devenu possible de le faire donc après coup, donc d'avoir des pistes séparées, puis une fois qu'ils ont eu toutes ces pistes-là, Ringo Starr et Paul McCartney ont fini par créer une version finale de Now and Then qui a été nominée pour 2 Grammy Awards. Une chanson qui n'est pas du tout en rien générative, mais qui a été rendue possible par les progrès du machine learning, qui rendant possible quelque chose d'ailleurs dont les Beatles des années 70 n'auraient pas osé rêver, hein, ça c'est certain. La cérémonie des Grammy est programmée pour le 2 février 2025, soit même pas 2 semaines après la fin du monde. Mais effectivement, on n'est pas sûr qu'ils vont gagner des Grammy, mais en tout cas, ils sont nominés. On continue avec un document de recherche, Guillaume, autour de la compression, c'est ça ? Oui, on parle souvent de compression des modèles de langage et d'IA en général, et c'est super important parce que la compression, c'est ce qui rend notre monde moderne possible. Je veux dire, notre monde moderne de la tech, voilà. Si vous pouvez streamer votre vidéo en 4K sur Netflix ou sur YouTube, c'est parce qu'elle est ultra compressée. Une vidéo en 4K non compressée, c'est 600 mégaoctets par seconde, sinon, et c'est sans le son. Son qui est lui-même ultra compressé. Et c'est comme ça que vous pouvez stocker des millions de chansons sur votre téléphone. C'est comme ça depuis pratiquement toujours. Même les jeux Mega Drive utilisaient de la compression de données déjà. Et aujourd'hui... Et l'exemple que tu donnes enfin, juste, je m'attarde un tout petit peu, mais l'exemple que tu donnes est hyper intéressant parce que ça montre à quel point l'enjeu, c'est pas d'avoir le poids le plus faible, c'est d'avoir le meilleur rapport entre perception et usage, notamment humain, et poids qui est viable par rapport à nos besoins technologiques. Donc le but, c'est pas d'être le plus petit possible, la compression, mais c'est d'être ajusté par rapport à un usage donné. Ça, c'est intéressant. Disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que les IA ont eux-mêmes des nouveaux formats de fichiers, en quelque sorte. Hein. C'est des nouveaux fichiers qui contiennent, évidemment, plein de données. Ça pèse lourd, ça pèse de multiples gigaoctets, et puis c'est surtout des trucs qu'il faut lire en intégralité pour chaque usage du modèle.
Pour C'est chaque vrai. mot du chatbot, il faut passer tous ces gigaoctets en revue. Pour chaque passe de diffusion sur un modèle de diffusion pour la génération d'images, il faut passer toutes ces données en revue. Et donc, évidemment, ça introduit des gros soucis de bande passante, tout simplement, hein. Il y a des bandes passantes limitées, que ce soit sur Internet ou que ce soit à l'intérieur des machines, évidemment, et donc ça introduit des problèmes aussi. Et puis, les mêmes causes produisant les mêmes effets, donc les gros fichiers motivent des manières de les compresser efficacement. Et c'est vrai qu'il se trouve que dans le principe, les IA se compressent un peu comme les images. C'est-à-dire que ce sont des compressions destructives. On les dégrade un peu, plus ou moins, pour économiser de l'espace, mais aussi de la bande passante mémoire et le cas échéant du calcul, tout en conservant une qualité suffisante pour que ce soit utilisable et aussi bon, disons, à l'usage aussi bon. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de JPEG pour les IA. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de standard super bien défini, solide, hein, et on est en pleine recherche là-dessus. Et ce qui marche bien pour un type de modèle peut ne pas si bien marcher que ça pour un autre. Alors les premiers à avoir été compressés assez sévèrement dans le grand public, on va dire, ce sont des modèles de langage. C'est aussi parce qu'ils ont dès le départ été les plus gros, hein. Le premier Llama pesait 70 milliards de paramètres, c'est-à-dire 140 gigaoctets, hein, dans sa version de base. Et à l'inverse, Stable Diffusion, le premier Stable Diffusion, il tient dans 2 gigaoctets. Donc évidemment, les besoins les motivations pour compresser n'étaient pas les mêmes, quoi. En plus, les modèles de langage ne perdent pas trop de plumes quand on les compresse 2 voire 4 fois. Après, c'est un petit peu plus aléatoire. Par contre, les modèles de diffusion, comme les générateurs d'images ou de vidéos, sont plus sensibles. Bon, et quand il pesait 2 gigas, c'était pas si grave. Mais c'est plus comme ça. Stable Diffusion 3 fait 8 milliards de paramètres, Flux il fait 12 milliards de paramètres, ce qui fait 24 gigaoctets non compressés quand même. D'où le besoin de les compresser eux aussi au le plus possible sans que la qualité n'en souffre trop. Et donc on a plusieurs possibilités. Et là dernièrement, il y a une méthode qui s'appelle SVD Quant qui a été mise au point par Nvidia, Pika Labs, le MIT et Berkeley. Donc c'est intéressant qu'il y ait Nvidia et Pika Labs dedans qui sont donc, on va dire, directement intéressés par la possibilité d'avoir des modèles plus petits. Et donc elle promet de diviser par 4 la taille d'un modèle tout en conservant la qualité et en plus de multiplier par 3 la vitesse de génération. Et il s'intéresse particulièrement aux modèles de diffusion, qui sont des modèles qui supportent un petit peu moins les compressions, on va dire, les plus naïves, quoi. Alors l'idée de base est toujours la même, on réduit la précision des nombres qui constituent le modèle, hein, donc un modèle qui peut se présenter comme des suites de matrices, donc on va dire des espèces de gros tableaux Excel géants, si vous voulez, des matrices énormes, dont le nombre sont stockés en virgule flottante avec une pression de 16 bits en général. Alors c'est largement suffisant pour le deep learning, hein, ce qui est assez tolérant sur les imprécisions en général, mais réduire ces 16 bits à 4, c'est l'objectif, et c'est assez casse-gueule évidemment, parce que vous perdez quand même pas mal de données. Dans une majorité des cas, c'est possible, et ça a un impact qui n'est pas super dramatique. Le souci, c'est que il y a certaines activations, c'est-à-dire certains résultats intermédiaires, donc qui sont donnés après les calculs dans lesquels on utilise ces gros tableaux Excel, ces grosses matrices, hein, les résultats des calculs Excel, quoi. Donc ça s'appelle ça les activations. Dans ces activations, il y a donc, c'est une liste de plein de nombres, des milliers de nombres en général, et ces milliers de nombres, ils sont assez bien bornés pour la plupart, mais il y en a certains qui sont beaucoup plus grands, qui sont pas sur la même échelle en fait. Il y a une direction de plus grande échelle. Compresser sans tenir compte de ces trucs-là, donc compresser de manière brutale et aveugle tout, ça donne pas de bons résultats. Donc il faut isoler ces valeurs, il faut conserver cette information, et le fait que certains résultats soient de grande amplitude, il est important parce qu'évidemment, si vous avez un calcul intermédiaire avec des valeurs importantes, ces valeurs importantes, elles vont être importantes pour les résultats après, elles vont avoir des grandes contributions. Donc comment on fait ? SVD Quant a l'idée de faire passer les fortes têtes des activations au poids. Quand on a des résultats de calcul qui ont des valeurs qui dépassent certains seuils, disons qu'on va modifier les matrices, c'est-à-dire les tableaux Excel, pour que tout reste dans les clous. Donc on va quelque part lisser les activations, on va lisser les résultats de calcul, mais du coup on va foirer nos matrices. Puisqu'on va faire passer ces points un petit peu, ces espèces d'anomalies, on va les faire passer dans les matrices. Parce que c'est elles qui vont stocker les fortes têtes en réalité. Alors pour préserver tout ça, ils vont décomposer les matrices en 2 morceaux. Une qui va contenir les éléments qui contribuent beaucoup, et qu'on ne va pas compresser du tout, on va les préserver complètement, et une autre qui va contenir tout le résiduel, et le reste, qu'on va compresser par contre beaucoup, qu'on va passer de 16 à 4 bits. Cette décomposition, elle va utiliser la décomposition, c'est une décomposition en valeur singulière, qui est une sorte de diagonalisation pour les matrices qui ne sont pas carrées, pour ceux que ça intéresse, et qui va permettre de repérer, de choisir les dimensions les plus puissantes, enfin les dimensions avec les valeurs propres de plus grande amplitude, les directions où la matrice est la plus forte, en fait, où elle a le plus d'action. Alors, il n'y en a pas beaucoup, finalement, des matrices, des directions là où la matrice est la plus forte, et donc,
Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ces dimensions-là, qu'on va créer donc une matrice qui est de rang faible, c'est-à-dire qui est en fait de dimensions faibles, si on veut, et ensuite on va avoir un résiduel. Et donc le résiduel, lui, par contre, il va agir sur beaucoup plus de dimensions. Lui, on va le compresser sévèrement. Et le fait qu'on ait que finalement les plus gros impacts soient concentrés dans une matrice qui finalement est de dimensions faibles, ça va nous permettre de les préserver toutes finalement, parce qu'on ne va pas perdre grand-chose à tout conserver. Donc au total, on arrive à diviser significativement la taille de l'ensemble, ce qui fait moins de données au total, hein, et aussi à aller et venir entre la mémoire et le processeur, enfin en tout cas entre les processeurs de calcul, parce qu'ils ont aussi réussi à coder des fonctions ultra optimisées qui fusionnent tous ces calculs, et ça va aussi plus vite. Et du coup, avec SVD Quant, ils font du temps réel avec Flux sur une 4080. Avec Flux Schnell, mais quand même, hein, ils arrivent à du temps réel, quoi. Et donc, il y a encore des progrès à atteindre et du chemin à faire avant d'avoir le JPEG du deep learning, tu vois, mais bon, on y travaille. Ah, c'est intéressant, c'est un champ d'évolution assez impressionnant qu'il va falloir continuer de suivre. Merci de nous parler régulièrement de compression, Guillaume. On va conclure cette rubrique dite intelligente avec Lyft qui veut lui aussi prendre son autonomie, en tout cas qui veut de l'autonomie, Guillaume. Oui, Lyft fait un partenariat avec Mobileye, May Mobility et Nexar, alors pour passer lui aussi à la conduite autonome. On entend plus trop parler des velléités de Uber en la matière d'ailleurs. Hein. Il est un petit peu étonnant que Lyft se lance là-dedans, même si pour le coup, il développe rien lui-même. Il semblerait qu'il planifie un lancement à Atlanta l'an prochain, qui serait une preuve de concept, hein, plus qu'autre chose, et qui servirait surtout à récolter un max de données pour étudier plus profondément la faisabilité de l'affaire. Qui semble toujours très difficile, hein, vu la prudence de Waymo, qui pourtant est là depuis très longtemps, hein, sur le coup, il est sur le coup depuis 15 ans quand même. Hein. D'ailleurs, Lyft a déjà fait un test avec Motional à Los Angeles en 2022, qui s'est pas mal passé, mais dont on n'a aucune nouvelle finalement, et on n'a toujours aucune nouvelle d'un déploiement à grande échelle nulle part. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Alors voilà, peut-être que Musk va révolutionner tout ça en inondant les routes de taxi autonomes d'ici 2 ans, je ne sais pas. On verra, on aura peut-être le temps de voir venir quand même. Écoute, merci infiniment. On va changer de rubrique avec peut-être un peu d'éléments plus tournés vers l'invention, vers la création, vers l'innovation. Et Guillaume, tu voudrais attirer notre attention sur la portée que pourrait représenter, c'est quoi, c'est CRISPR, c'est ça, dans la lutte CRISPR dans la lutte contre le changement climatique. Oula. Et oui, parce que la biotech, c'est aussi de la tech. Donc on parle un petit peu de CRISPR qui va littéralement sauver le monde de la famine et du réchauffement climatique. Hein. Enfin, c'est le but des boîtes qui veulent appliquer CRISPR. Donc ces ciseaux à ADN qui peuvent couper des gènes comme ça de manière assez précise et qu'on peut programmer pour créer des nouvelles vaches qui pètent pas. Voilà, parce que oui, les pets de vaches, c'est vachement de méthane, hein, et puis ça tient chaud les pets de vaches. Et c'est chaud en plus. Mais bref, en modifiant subtilement, à n'en pas douter, les gènes, mais en faisant une sorte que leur biote produise moins de gaz, on pourrait éviter pas mal de gaz à effet de serre, sans doute aussi pas mal d'odeurs. Je plaisante pas, c'est vraiment un projet avec CRISPR, on a l'impression que c'est une blague, et pas du tout. Et comme malgré tout le réchauffement climatique n'est pas entièrement la faute des vaches, on peut aussi imaginer avec CRISPR des variétés de plantes qui tiennent mieux la sécheresse et qui en général encaisseront mieux le n'importe quoi que va devenir notre climat d'ici très peu de temps. Puis il est déjà d'ailleurs plus ou moins devenu. C'est en tout cas les promesses de ces technologies qui d'ailleurs sont brevetées pour la plupart et qui nous promettent donc aussi sans doute des vaches brevetées et du maïs sous copyright, comme d'habitude finalement. La liste des possibilités est longue, on peut faire du maïs avec des tiges moins longues, du riz avec moins de stomates. Moi j'aime bien le riz à la tomate aussi, mais non, c'est moins de stomates, les petits trous par lesquels les plantes échangent les gaz avec l'atmosphère, donc par lesquels elles respirent, quoi, en gros. On peut tout imaginer ou presque, du bétail avec moins de fourrure pour avoir moins chaud l'été, des plantes qui sont plus résistantes aux insectes ou aux maladies. Et tous ces mutants seront des mutants, oui, mais pas transgéniques, parce qu'on n'insère pas de gènes étrangers. Juste on coupe des petits bouts du propre génome de l'organisme, et en quelque sorte, finalement, on fait pareil qu'en faisant de la sélection, ou des greffes, ce genre de trucs, mais on super plus vite. Et donc, après les aliments transgéniques, qui ont fait couler beaucoup d'encre, on va voir arriver des aliments CRISPRisés, les CRISPX. Je propose le nom, CRISPX. On me souffle dans l'oreillette que c'est une marque déposée, CRISPX, désolé. Mais bon, tant pis, je continue, je prends tous les risques, je continue la SP. Ces CRISPX seront-ils transparents ? S'il y avait une obligation de dire un truc sur les transgéniques, est-ce que les CRISPX devront être mentionnés comme étant des CRISPX ou est-ce que ça va passer ? Parce que
on peut considérer que c'est juste une accélération d'un processus qu'on aurait pu faire à la main, mais juste en plus lent, tu vois. Après tout, les fruits, les légumes et les céréales qu'on mange, ils ont strictement plus rien à voir avec leur version sauvage. Donc, je pense que c'est un bon début de polémique sur le Discord, et qui réagit pas mal quand il s'agit de bouffe, j'ai remarqué, donc allons-y. Oui, c'est vrai que ça réagit toujours quand on parle de bouffe, t'as raison. Mais en même temps, la bouffe, ça fait toujours réagir les gens partout. On continue avec une histoire d'onde millimétrique. Oui, on continue dans le futur avec la 6G qui est quand même encore vraiment à l'état de recherche, parce que finalement, c'est pas si simple. Que faire après la 5G? Augmenter encore les fréquences pour avoir encore plus de débit? Ouais, mais là, ça devient délicat, parce qu'on passe dans le millimétrique, carrément, et du coup, c'est bloqué, c'est déformé par un peu tout ce qui nous entoure, c'est bloqué très facilement, donc c'est vraiment galère. Et puis la recherche sur les bandes de fréquences dépend aussi pas mal du matos qui existe pour faire des expériences dessus. Et en la matière, Pi Radio, c'est une start-up à New York qui vient peut-être de donner un coup de boost à FR3. Oui, je sais, on dit France 3, donc on entend. Mais là, je parle d'une gamme de fréquences, qui c'est la Frequency Range 3, qui va de 30 à 300 GHz. Et donc Pi Radio vient de mettre à disposition une carte qui est une sorte de Raspberry Pi pour obséder des radiofréquences, une carte qui vous permet de programmer, analyser, générer, traiter des signaux radio FR3 comme vous voulez. Voilà, avec ça, vous pouvez générer et capter FR3, voilà, question pour le champion, ou la 6G, c'est vous qui voyez. Et tout ça pour pas cher, c'est ça qui est cool. Tout ça, tout est réglable et programmable jusqu'à la forme des ondes de près, puisqu'en fait, c'est ça le truc, c'est de programmer vraiment tout, la forme des ondes, comment elles sont, comment toutes les données sont encodées, etc. Tous les protocoles de communication, pour des trucs qui sont efficaces et versatiles, qui s'adaptent. Parce que par exemple, si tu vas à 300 GHz, c'est super, mais il faut encore que ça passe dans le cas de figure où tu es. Et si ça passe pas, il faut savoir très vite changer de spectre, changer de fréquence de manière transparente, pour que on puisse justement s'adapter aux obstacles, etc. Donc il faut vraiment faire tout ça à la volée de manière très agile, donc c'est des efforts de programmation importants. Et dans le spectre millimétrique, c'est nécessaire, Donc la 5G est déjà capable, dans certaines conditions, d'utiliser les ondes millimétriques, donc la 6G probablement le fera aussi. Et donc on pourra peut-être utiliser en complément des morceaux de FR3. De toute façon, la 6G est encore vraiment en devenir pour le moment. Ok, on continue avec de l'innovation en matière d'ordinateurs surpuissants, Guillaume, avec des mises en parallèle, c'est ça, notamment au niveau des CPU et des GPU? Oui, on parle futur encore avec Next Silicon qui nous promet encore une révolution sur le calcul parallèle. Alors en ce moment, c'est la fête du calcul haute performance, mais pas à tout le monde. Ah bah oui. C'est la fête de l'IA, ça oui, qui nécessite d'énormes volumes de calcul et des machines parallèles monstrueuses, mais des machines qui sont ultra optimisées pour les calculs en 16 ou 8 bits. Or, il y a encore des gens, excusez-les, qui font des calculs sur 32 voire 64 bits, qui ont besoin de précision pour leurs calculs scientifiques sérieux. Non mais, ce qui est intéressant avec Next Silicon, c'est qu'ils s'adressent à eux en priorité pour une fois. Alors, Next Silicon, c'est une boîte qui doit être évaluée à peu près 1,5 milliard et qui promet un truc assez dingue, c'est-à-dire une parallélisation de votre code qui soit optimale et qui soit automatique, plus ou moins. Parce que faire un programme qui marche, c'est pas simple, mais faire un programme qui soit efficace et qui aille vite, ça l'est encore moins. Et puis, quand tu le parallélises pour une plateforme en particulier, c'est du boulot, et puis c'est pour une plateforme en particulier. Si tu veux changer de plateforme, c'est encore plus de boulot. Donc, si on a, disons, une solution qui s'adapte, disons, toute seule à un CPU particulier, disons, à une puce particulière, c'est tout bénef. Alors, je sais qu'Intel voulait remédier à ça avec OneAPI, d'ailleurs. Ça n'a pas des masses prix, plus ou moins, d'ailleurs, mais bon. Next Silicon veut faire le boulot pour vous, Donc, ils ont déjà un prototype fonctionnel qui s'appelle Maverick 1, et ils envisagent de déployer un vrai produit qui s'appelle Maverick 2. Et ils vont faire ça avec les départements de l'énergie et de la défense, donc ça a l'air d'être du sérieux, Ça va être utilisé dans des vrais centres de calcul. Alors, on en sait très peu sur les cœurs eux-mêmes, finalement, de la puce Maverick. Next Silicon veut qu'on se concentre sur la partie logicielle, c'est-à-dire sur son compilateur, globalement. C'est même un compilateur, et c'est aussi tout un ensemble de télémétrie, un compilateur juste à temps, parce que l'idée, c'est de lancer l'application. Tu la lances, tu l'exécutes, le programme va la monitorer en relevant quelles sont les portions de code critiques, c'est-à-dire celles qui comptent le plus, celles dans lesquelles il y a le plus de calculs qui sont faits, Et puis, quels sont les chemins les plus probables que le code va prendre, et en fonction de ça, le code va être compilé et dispatché sur des unités de calcul adaptées. Donc le compilateur va effectuer une télémétrie du programme un petit peu tout le temps. Il va transformer ce programme en un graphe de calcul qu'il va optimiser, puis après il va mapper ça, il va l'appliquer sur un ensemble de corps qui seront pas forcément tous les mêmes. Il y en a deux types en fait. Il y en a certains qui seront tout petits finalement, un petit peu comme les unités de calcul des GPU, qui sont vraiment prévus pour être utilisés avec des trucs massivement parallèles. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes, qui sont un peu plus proches des CPU standards, et qui sont un petit peu plus versatiles, on va dire.
Et il va aussi veiller à minimiser les flots de données, c'est-à-dire les mouvements de va-et-vient avec la mémoire centrale. Alors, le Maverick a de la mémoire embarquée d'ailleurs, hein, comme une GPU, il a sa propre mémoire. Alors dans une certaine mesure, ça rappelle ce que fait un processeur moderne en réalité. Le processeur moderne, il voit passer un programme, il va pas l'exécuter bêtement, une instruction après les autres. Il va détecter les instructions indépendantes, et il va les séparer, les dispatcher à un ensemble de sous-unités de calcul pour maximiser ce qu'on appelle l'ILP, hein, c'est-à-dire l'Instruction Level Parallelism. Il va aussi gérer un cache d'ailleurs, hein, pour éviter à tout prix de faire appel à la mémoire, donc voilà, garder les données en lui-même, disons, le plus possible. Donc dans une certaine mesure, on dirait finalement que le compilateur de Next Silicon est une version super XXL sous stéroïde de ce genre de choses-là. Donc le Maverick 1 se présente sous la forme d'une carte PCI Express, le Maverick 2 aussi d'ailleurs, hein, c'est des cartes PCI Express en tout cas pour le moment. Un petit peu comme un GPU, donc c'est le Maverick 2, et donc il aura 224 processeurs parallèles, donc les petits trucs voilà, comme les GPU, quoi. Et puis 32 cœurs, plus typé CPU, plus gros. Il y aura aussi 96 gigaoctets de HBM quand même. Il tournera à 1,5 GHz seulement et il consommera 300 watts. C'est un truc qui sera gravé en 5 nanomètres, le Maverick 2. Et donc il y aura aussi une version double, où vous doublez tout ça, quoi, et donc vous passez à 600 watts avec refroidissement liquide obligatoire. Et le truc est supposé accélérer massivement, direct, hein, du code C++, Fortran, en OpenMP, ou avec d'autres frameworks comme Cocos. Un jour, donc, il devrait même supporter aussi CUDA et ROCm. Donc il serait intéressant de voir ce que ça donne en pratique l'année prochaine. Est-ce que vraiment tu peux lui filer un code prévu pour fonctionner juste sur CPU, quoi, ou un OpenMP, donc avec un niveau de parallélisation relativement modéré. Et si tu l'envoies sur un truc qui a quand même vachement une gueule de GPU, hein, avec cette masse de processeurs parallèles, là, est-ce que vraiment ça peut l'utiliser de manière optimale? Ce sera vraiment très intéressant à voir. Ok, à suivre de près. Un autre domaine qui est à suivre de près, Guillaume, c'est un signe des temps qui ne va pas faire plaisir à Intel de son côté, mais c'est les nouveaux progrès du côté de AMD, en tout cas ces nouveaux succès, y compris sur les très gros serveurs. Et oui, champagne pour AMD, et puis encore un mouchoir supplémentaire pour Intel. AMD vient de le dépasser en termes de revenus sur les processeurs serveurs. Alors que depuis que le monde est monde et que les Xeons sont des Xeons, Intel a toujours dominé le marché serveur. Cette année, AMD a gagné presque 3,6 milliards en vendant ses processeurs Pro EPYC, alors qu'Intel n'en a gagné que 3,3 de milliards. En nombre d'unités, c'est toujours Intel qui gagne, mais en chiffre d'affaires, donc en revenus, hein, c'est AMD. Sous la concurrence, Intel a dû d'ailleurs baisser ses prix, hein, ce qui fait qu'AMD lui passe devant d'un certain point de vue, en tout cas. Une situation qui pourrait d'ailleurs changer avec la prochaine génération des Xeon 6, on verra. Donc toute cette petite compétition, d'ailleurs, doit être très distrayante pour Nvidia, qui pendant ce temps a fait 22,6 milliards de chiffre d'affaires sur les serveurs. Alors pour continuer dans l'amertume, Intel admet que ses derniers processeurs Euro Lake ont déçu. On avait parlé, hein, ils ont l'avantage de consommer bien moins que leurs prédécesseurs, mais en termes de performance, c'était pas mieux, et ça c'est quand même pas très vendeur. C'est même pire que ça, en fait, l'offre haut de gamme d'AMD, donc c'est le Ryzen 9800 X3D, a été sacré par la presse un meilleur processeur pour jouer, une distinction traditionnellement sécurisée par Intel depuis des années, même au prix de consommation peu raisonnable d'ailleurs. Or, dans les jeux lourds, dans les jeux lourds qui sont vraiment, qui pompent vraiment le CPU, hein, comme Hogwarts Legacy, Cyberpunk ou Assetto Corsa, passer d'un 7800 X3D à un 9800 X3D, ça fait gagner entre 10 et 20% de perf en plus. Et le Core i9 285K, il est très largement distancié. Dans certains cas, il est même vraiment en dessous, quoi. Et d'ailleurs, il est même distancié par les propres processeurs Intel Euro Lake, donc par les générations d'avant, c'est dire. Et Intel est bien conscient de ça, et ça les a même interpellés. Donc il y aurait des raisons à ça. Il y aurait des bourdes qui ont été commises, qui aboutiraient à des baisses de performance, mais ça serait possible de les corriger avec un patch du BIOS, de Windows et du microcode. Enfin, c'est pas encore vraiment précisément de quoi il retourne, mais en tout cas, il y a des cadres de chez Intel qui affirment que d'ici le mois de décembre, il y aurait des mises à jour et que les Core 9 pourraient revenir dans la course. Écoute, on l'espère pour Intel. Ouais, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Guillaume, c'est pas pour faire plaisir au titre du podcast, mais tu voudrais illustrer à quel point, attention, on touche pas au café, ok ? C'est important. Dans toute structure, on ne touche pas au café. Absolument. Intel, toujours, hein, qui a toujours pas reçu d'ailleurs les subventions promises par le gouvernement, alors qu'il en aurait bien besoin. On parle quand même de 8,5 milliards de dollars promis dans le cadre du CHIPS Act et qui ont apparemment toujours pas été versés. Alors qu'Intel a, quant à lui, dépensé 30 milliards en investissement depuis mai 2022, date où justement on a commencé à parler de ce fameux CHIPS Act. Il va falloir se dépêcher parce que Trump arrive, hein, et bon, tel un obèse cavalier de l'apocalypse,
Il pourrait tout dynamiter sur son passage. Il a exprimé de multiples fois son opposition à peu près d'ailleurs tout ce qu'a fait son prédécesseur globalement. Et les enjeux sont importants, ils sont cruciaux. C'est peut-être même la dernière extrémité pour Intel, hein. Intel dont l'action suit la trajectoire de celle d'Eurotunnel. Intel qui a licencié 15 000 personnes et Intel qui a arrêté les fruits gratuits au bureau et les séances de gym. Intel qui est allé jusqu'à couper le café gratuit. Peux-tu C'est pas imaginer bien, ça? Plus Non, de ça va café pas. gratuit au bureau, ben ça en était trop. Voilà. Le Rubicon Non. était franchi. Intel a dû faire marche arrière. Tout le reste ok, hein. Mais le café, non, c'est sacré. Je suppose que Pat Gelsinger a dû faire face à une émeute des employés fous de rage et de désespoir qui a dû lui jeter des vieux microprocesseurs au visage. Et devant ces torrents de larmes, il a dû se rendre à l'évidence, hein, nous valons mieux que ça. Ce qui sépare la civilisation de la barbarie, c'est le café gratuit. Bah écoute, je pensais bien qu'on en arriverait à le souligner et c'est important qu'on en prenne tous connaissance. Il y a une rubrique café dans le serveur Discord de Tech Café. Guillaume, je le disais en intro, le C++ et le C même, hein, plus bassement, posent vraiment trop de problèmes. Il va falloir commencer à abandonner cette vieille technologie du passé. Plus bassement. Pauvre C. Il y en a qui vont pas être contents, hein. Le CISA et le FBI viennent d'annoncer qu'effectivement que leur conclusion est formelle. Le C++, c'est caca++. C'est ça que ça veut dire. Le CISA, c'est le Cyber Security and Infrastructure Security Agency, et le FBI, bon bah c'est le FBI quoi. Et ils estiment qu'il est criminel d'utiliser encore des vieux langages et qui traitent la sécurité par-dessus la jambe alors qu'il y a des langages bien élevés, hein, comme Rust, qui existent. C et C++ sont dans le viseur, ce ne sont pas des langages fondamentalement dangereux, on peut bien évidemment pondre du code sécurisé et solide avec, mais il faut faire attention, les langages lui-même, le compilateur, ne fait pas gaffe à tout pour nous. En Rust, par contre, les vulnérabilités mémoire ne sont pas admises, c'est dehors, voilà, tenue de code correct exigée. Or, les vulnérabilités mémoire, c'est la majorité des vecteurs d'exploitation des programmes par les hackers, hein, et donc autant ne pas se laisser l'opportunité même de, par erreur, faire des trucs, causer des problèmes avec des langages laxistes, hein, comme C++. C'est pas la première fois qu'on entend cette rengaine, hein, la CISA l'avait déjà dite, et même c'est devenu un mot d'ordre des Five Eyes, hein, les 5 agences de renseignement, donc des États-Unis, Australie, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, hein, ils militent pour que au moins les applications critiques soient codées dans un langage qui fait gaffe à la gestion de mémoire, comme Rust, mais aussi Java, Go, etc. C'est un argument qui est valide, mais qui pose pas mal de soucis en pratique, hein, parce qu'on l'a bien vu avec Linux. Linux, encore aujourd'hui, est majoritairement écrit en C, il y a une communauté Rust qui intègre petit à petit des morceaux de ce langage. Or, il semble que la communication entre les deux communautés, la communauté C et celle de Rust, ça se passe pas toujours très très bien. Le responsable de la commu Rust est parti, il a claqué la porte carrément, puisqu'il a été lassé des soucis non techniques qui plombaient les projets. Linus Torvald n'est pas du tout anti-Rust, mais il ne veut pas imposer l'usage du langage, et il reconnaît que les débats Rust versus C prennent parfois une tournure qui est quasi religieuse, voire pire, politique. La CISA a des exigences qui sont assez nettes, hein. Les boîtes qui travaillent avec elle doivent avoir un plan de migration d'ici 2026, mais l'exemple de Linux montre bien que c'est compromis. Des gens qui codent en C ou en C++ depuis 20 ou 30 ans et qui produisent du code de qualité n'ont aucune envie de migrer sur un langage différent, surtout ils n'en voient pas le but, puisqu'ils savent faire du code solide, même en C, donc pourquoi les emmerder? Bon, le fait que statistiquement les erreurs sont inévitables et que Rust par exemple les évite, hein, ne change rien. On peut bien faire tout en C, c'est vrai. Alors pourquoi changer? Évidemment, voilà, donc le débat fait rage, hein, et puis les migrations vont être probablement plus longues que ce qu'espère la CISA. Et n'oublie pas, la CISA, je te veux si tu veux de moi. On peut continuer avec l'histoire rocambolesque du hack de Schneider Electric, qui doit être amené à payer. Mais alors attention, alors moi j'ai un très très bon boulanger à côté de chez moi. Je suis prêt à contribuer un petit peu. J'aime beaucoup son pain. Vous allez comprendre pourquoi. Guillaume, pourquoi est-ce qu'il va falloir que je m'intéresse au prix de la baguette? Écoute, c'est une news lunaire que j'ai vu relayer un peu partout. Schneider Electric a été hacké. Bon, ça, malheureusement, c'est pas si inhabituel. On lui a volé 40 gigaoctets de données. Et les pirates demandent une rançon. Ça non plus, c'est assez classique. Sauf que les pirates ont demandé 125 000 $ en baguettes. Et en baguettes, de pain, a priori. C'est dans la reproduction du message reçu par Schneider, hein, qu'on peut lire noir sur blanc, ou blanc sur noir, hein, selon votre mode sombre ou pas. Enfin bon, bref. J'ai aucune idée d'où ça peut sortir. Est-ce que c'est une blague? Le ransomware est réel, hein, et d'ailleurs, finalement, il semble qu'après, d'après le journal du coin, que finalement, ils réclament des Monero. Donc, ils se sont ravisés. Alors, je sais pas. Alors, une Monero, c'est une crypto, hein, qui est nettement plus privée et discrète que le Bitcoin. Je me demande si on n'est même pas en face d'une faute de frappe. Ça ressemble à un mec qui veut écrire Bitcoin et dans le téléphone écrit baguette ou un truc comme ça. Mais évidemment, parce que, je suis convaincu que c'est ça.
Le groupe en question, c'est Hellcat. C'est pas des marrants chez Hellcat. Hein. Ils attaquent des ministères, des hôpitaux, des écoles, des musées. Je les vois mal faire des blagues en se donnant des gros coups de coude. Je sais pas. Donc, la faute de frappe est-elle crédible? Je sais pas, mais nos téléphones ont un impact sur la manière dont on écrit. J'avoue. Payer en baguette, c'est important. Guillaume, on va s'intéresser un petit peu au respect de la langue française, s'il te plaît, et non pas au travers de l'intelligence artificielle générative, mais plutôt de la manière dont les humains saisissent le texte avec les claviers tels que ceux de nos smartphones. Mais oui, avez-vous remarqué que les possesseurs d'iPhone écrivent comme des enfants de 5 ans? Oui, Non, oui, faux. parce qu'en plus de la politique, c'est comme ça. Oh. Et oui, parce que la politique, je me mets à dos les fans d'Elon Musk, et après je critique Apple, comme ça je me mets à dos les fans d'Apple. Et voilà. Tu peux te mettre à dos tout le monde. Mais oui, Parfait. mais écoute, c'est mon boulot, non? Alors, moi j'ai pas d'iPhone, mais il semble que le clavier n'ait pas de touche pour la virgule ni les points. Il faut passer par un autre clavier, il faut donc une tape supplémentaire quoi, pour avoir la virgule ou faire un double espace apparemment pour le point. Et bon, flemme. Apparemment, les conséquences en pratique, c'est que plus personne ne met de ponctuation. Or, un message sans point ni virgule, c'est un peu dur à lire, tu vois, c'est pas très beau. Et le plus rigolo, c'est que c'est pas comme ça sur Android. Sur mon téléphone, moi, j'ai un point et une virgule de chaque côté, y a pas de problème, c'est directement accessible. Et donc, je suis pas le seul à critiquer Apple sur son obsession de la forme au mépris de la fonction, parce que c'est exactement ce que dit le journaliste d'Android Authority, ok, je sais, qui pousse son coup de gueule. Mais ce qu'il écrit est vrai, je veux dire, oui ou pas? C'est une vraie question que je me pose en fait. Si tu as pas directement la ponctuation accessible, c'est sûr qu'en moyenne au moins tu vas l'utiliser moins, voire plus du tout. C'est sûr, je pense que c'est sûr que l'outil qu'on utilise conditionne la manière dont on s'exprime. Donc, est-ce que c'est vrai? Nouvelle polémique, Apple a-t-il tué la virgule, voire la ponctuation? C'est est-ce que toi, qui utilises des iPhones et qui connais sans doute d'autres cultistes dans le même genre, est-ce que tu constates que c'est qu'ils écrivent d'une manière dépravée? Je fais partie de ces personnes qui sont très très respectueuses de la manière dont on écrit parce que bon, je bosse dans la communication et donc ça m'importe qu'on comprenne bien le message que j'envoie. Et j'avoue que j'ai vraiment réflexe, je me refaisais l'exercice en t'écoutant relayer cet article. Quand je saisis du texte sur mon iPhone, j'ai vraiment le réflexe d'appuyer effectivement sur la touche de raccourci, de l'autre partie du clavier qui permet d'accéder à la ponctuation. Et je sais où sont les caractères de ponctuation avant même que le second volet du clavier apparaisse. Donc, c'est vraiment une habitude chez moi. On peut aussi rappeler le fait que, comme sur tout clavier de smartphone, quand tu fais 2 fois espace, ça te fait le point à la fin de la phrase. Je fais partie de ces gens aussi qui ont commencé à mettre moins de points en fin de phrase parce que j'ai eu plusieurs retours de personnes qui me disent « T'as l'air en colère, t'as l'air froid. » Et en gros, il y a quand même un mouvement qui se passe maintenant qui est que quand tu mets une ponctuation complète avec un point à la fin de ta phrase, selon le destinataire et selon la génération évidemment qu'a la personne, ça peut être mal pris. Oui. Et de même, je ne sais pas si toi, Guillaume, tu as tes parents ou des personnes un peu plus seniors qui peuvent t'envoyer des messages où il y a une profusion de points de suspension. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Le truc, c'est que moi, j'utilise des points de suspension parce que je ne sais pas quoi faire, en fait. C'est-à-dire que moi, dans mon monde, on utilise de la ponctuation. Mais effectivement, le point final est trop définitif pour l'étiquette moderne. Mais si tu n'utilises pas de point final, du coup, je mets des points de suspension parce que je ne sais pas quoi mettre d'autre, en fait, parce que ça me choque de rien mettre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je fais moi aussi partie de ces gens-là à la base, et petit à petit, je tends à me faire pervertir, et j'adopte aussi ces nouveaux langages. Je pense qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire. J'aimerais bien un jour avoir un épisode avec un linguiste sur l'impact de ces claviers et des smartphones et des nouveaux appareils sur la langue. Il y a aussi tout un élément de typographie qu'on oublie, qui est directement intégré maintenant dans nos communications. C'est évidemment les emojis, mais aussi les réactions aux messages. J'avais une discussion pas plus tard que cet après-midi avec mon fils qui m'expliquait que quand il y a une interaction avec ses copains, un message, l'autre qui dit tiens, est-ce que tu peux m'envoyer le devoir de maths STP, point d'interrogation, tiens, le voilà, merci, DR, parce que tu dis pas de rien, tu dis DR, et en fait ça l'embête que ça s'arrête là. Donc il faut qu'il aille remettre un pouce en haut sur le de rien, et en fait, c'est infini. Mais c'est hyper intéressant ce que ça induit, effectivement, l'accès à la ponctuation parmi plein d'autres choses dans le langage. Et tu as raison, ce serait beaucoup plus agréable d'avoir des raccourcis de caractères de ponctuation
dans le premier volet du clavier. Puis il y aurait de la place. On peut rappeler, iOS désormais, depuis pas mal d'années maintenant, on peut mettre des claviers alternatifs. Donc, si jamais ça vous choque vraiment, vous pouvez aussi aller chercher des claviers qui répondront mieux à vos attentes, je pense. Bon, mais moi, ce sujet me captive à chaque fois. Faut pas me mettre une pièce dans la machine parce que sinon, je déroule beaucoup de réflexions qui vont dans tous les sens, qui n'apportent absolument rien, mais qui me permettent d'assouvir ma soif de parler de ce sujet. On finit, on parle un petit peu de Threads et des réseaux sociaux, Guillaume. Ben oui, tu aimais bien Threads, non, il me semble. Je sais pas si c'est toujours le cas. J'aimais bien l'algo et ce que j'y trouve font que c'est moins bof. Voilà. Ah, ça y est, oui, parce qu'apparemment, ça commence à gueuler, ça commence à se plaindre. Qu'il y aurait de plus en plus d'infox, de soucis de modération, que l'algorithme pour vous soit de plus en plus présent, et puis pas super, voilà, pas pour des très bonnes raisons. En gros, que le processus de merdification classique des plateformes sur Threads, c'est-à-dire qu'après une lune de miel relativement courte, Threads court après l'engagement, comme toutes les autres plateformes, et puis ça risque de finir pareil, quoi. Alors attendons, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'élection de Trump et une parole, disons, encore plus libre sur X, apparemment, qui est depuis l'élection, qui pousse les gens ailleurs, je sais pas, mais Blue Sky a gagné plus de 700 000 utilisateurs, la majorité aux États-Unis. Blue Sky grandit, son app s'améliore d'ailleurs, il pourrait attirer encore jusqu'à ce qu'il se merdifie à son tour, très probablement. Donc voilà, le cycle éternel. Ouais, et je dois dire pour ma part qu'effectivement, celui qui retrouve pour l'instant le plus ma satisfaction de ce que j'attends d'un réseau social de ce type-là, c'est effectivement Blue Sky. Mais bon, j'ai l'habitude maintenant, j'ai mon enthousiasme qui se porte vers un nouveau réseau social tous les 3 mois. Avant, c'était Mastodon, j'ai bien aimé regarder Threads, etc. Mais j'avoue qu'en termes de confort et d'environnement, d'échange, pour l'instant, effectivement, Blue Sky a mes préférences. En fait, c'est celui qui arrive le plus à rassembler la qualité d'interaction et, on va pas se mentir, la population qui est quand même vachement plus soutenue. Là où c'est Mastodon, on a des échanges un petit peu plus isolés avec certaines populations des réseaux sociaux. Et c'est très chouette aussi. Il n'a pas le même modèle économique, donc il a une chance de ne pas se merdifier sur la durée. Absolument. Ça, par contre, c'est une certitude. À voir comment Blue Sky tiendra dans la durée, et c'est pas forcément gagné. Guillaume, merci infiniment pour la préparation de cet épisode supplément, en complément donc de l'épisode hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un super moment et que vous avez appris plein de choses. De toute façon, les articles qui ont permis à Guillaume de construire cet épisode sont sourcés et sont dans les notes de l'épisode. Si vous n'arrivez pas à y accéder dans votre app de podcast, rendez-vous sur techcafé.fr. Vous avez tout sur techcafé.fr. Tiens, d'ailleurs, on m'a fait la remarque, c'est souvent qu'il est question, Guillaume, de retrouver les dossiers que tu avais faits sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative en local, avec, tu sais, plusieurs niveaux de difficulté. J'ai réactivé quelque chose qui avait disparu sur la home de techcafé.fr. Il y a la rubrique dossier qui est revenue, donc en bas à droite, juste à côté de la rubrique domotique. Et quand vous cliquez sur les dossiers, tadam, sur la colonne de droite, vous avez les différents épisodes dans l'ordre chronologique et, à mon avis, là où c'est le plus intéressant de les écouter, avec le premier tuto sur l'intelligence artificielle et les LLM, et puis l'autre épisode en 2 parties sur Stable Diffusion, et puis avec les patchs de février 2024, que ce soit pour les LLM ou pour Stable Diffusion, et puis le patch d'août 2024. Donc là, vous avez l'intégralité des épisodes à ce sujet. J'espère que ça pourra vous aider là aussi à prendre la main. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis ça de côté et qui ressortent cette série d'épisodes pour vraiment expérimenter, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire à l'époque. Donc là, je vous ai un petit peu facilité la tâche, je l'espère. En tout cas, c'était l'objectif, que le contenu qu'avait préparé Guillaume Poggiaspala à ce sujet soit le plus facilement accessible possible. Si vous voulez en discuter, ça peut être entre vous ou avec nous sur le serveur Discord de Tech Café. On ne parle pas que de bouffe, on ne parle pas que de café, mais en tout cas, vous le retrouvez sur techcafé.fr/Discord. Rendez-vous également sur Apple Podcast et sur Podcast Addict pour apporter des avis et contribuer à la notoriété de Tech Café. Et puis, si vous voulez nous soutenir financièrement, patreon.com/techcafé. Vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Au moins, on va me retrouver devant un bon café, parce que c'est ça qui nous sépare de la barbarie. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Non, je vais pas refaire les discussions de Discord, mais j'ai une bonne machine à café maintenant, une broyeuse à grains. Je suis allé d'ailleurs chez mon torréfacteur local, chez Daisy Frères à Amiens. Grand plaisir. J'ai pris du café. Ce que j'adore chez les torréfacteurs, c'est que tu as le nom du café et tu as les notes de goût qui accompagnent.
Et là, c'est beurre et noisette, je crois. Bon, évidemment, c'est une inspiration. Hein, ça promet des cafés savoureux. Si c'est artichaut camembert, vaut mieux éviter. C'est moins vendeur. Merci. En tout cas, on te retrouvera derrière un bon café. Et moi, vous me retrouvez, derrière, évidemment, Blue Sky, Guillaume Vendée. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tag Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.